À l'occasion du colloque sur Péguy et Paris, qui aurait dû se tenir le 5 décembre 2020, nous vous proposons de revivre la balade littéraire organisée par l'Amitié Charles Péguy et la Bibliothèque André Malraux le 6 mai 2017 sur les pas de l'écrivain dans les 5e et 6e arrondissements de Paris. De la rue de Rennes à la place du Panthéon, du Jardin du Luxembourg à la rue d'Ulm, notre itinéraire, non chronologique, avait été ponctué de lectures. Nous vous offrons aujourd'hui des souvenirs en images et des lectures de vive voix. Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce montage. Christine Corbille, Violaine Barthélémy, Pierre Grandry, Étienne Dodin et Claire Dodin. Partie de la bibliothèque André Malraux, boulevard Raspail, notre balade sur les pas de Péguy dans les 5e et 6e arrondissements de Paris fait une première halte rue de Rennes, devant le domicile de Geneviève Favre. Geneviève Favre fut une grande amie de Péguy. Mère de Jacques Maritain et fille de l'ancien président de la République Jules Favre, elle était d'un naturel fougueux et généreux. Elle reçut Péguy à déjeuner tous les jeudis dans son appartement de la rue de Rennes, en compagnie d'un cercle d'amis, à partir de 1905. Le poète lui rend hommage dans le porche du mystère de la deuxième vertu. En 1938, elle a publié ses souvenirs sur Péguy dans la revue Europe. Elle y raconte le premier de ses repas communs, qui ne fut pas une réussite. Maurice, fils d'Onésime Reclus, Ernest Psicari, petit-fils de Renan, qui, à Henri IV, étaient devenus pour mon fils les élus d'une amitié sans pareille, avait, par l'affection dont il me comblait, pris près de moi la place d'enfant d'adoption. Nous avions, Maurice Reclus et moi, beaucoup à nous dire, car il acceptait le gros labeur d'écrire une vie de Jules Favre, s'associant ainsi à mon vœu passionné de consacrer à la mémoire de mon père un monument de vérité et de justice. Telle fut l'origine de nos déjeuners du jeudi, réservés joyeusement à nos confidences, à notre travail. Et voilà qu'un jeudi, Péguy surgit, fatigué, soucieux, ne sachant, par l'oubli d'un ami, où prendre son repas de midi. Que faire? L'introduire dans l'intimité de notre réunion hebdomadaire? C'était grave. D'autant plus grave que Maurice gardait du directeur des cahiers le fâcheux souvenir d'un monsieur qui, à un dîner avec mes enfants, avait osé devant moi mettre les coudes sur la table. Un peu tremblante, je risquai la périlleuse aventure. Mal m'en prit. Péguy, ne se sachant pas malicieusement observé par ce jeune convive, n'eut-il pas la maladroite idée de me demander la permission de lire Le Temps, qu'il n'avait pas eu une minute pour ouvrir depuis la veille. C'était un comble. Malgré tous mes efforts de conciliation, ce fut un déjeuner lamentable, glacial. Maurice, la semaine suivante, s'exprima très sévèrement sur l'attitude de mon nouvel ami, que je défendis en vain. Il devenait sage de ne plus les réunir. Et cependant, j'eus la témérité, lorsque je revis Péguy, de ne pas lui cacher le jugement de Reclus. « Ce que vous me dites là, riposta-t-il, me rend soudain ce jeune homme très sympathique. Il faut qu'il vous respecte et vous aime beaucoup pour avoir ainsi souffert de mon irrévérence vis-à-vis de vous. Je désire le revoir, le mieux connaître. » Qui fut ému, enchanté, de rapporter au plus vite cette réponse à son cher Maurice? Ce fut la vieille amie qui, à partir de ce jour, eut la joie de voir naître auprès d'elle, grandir et s'affermir, une affection exceptionnelle de l'esprit, du cœur, entre ces deux êtres qu'elle aimait.
Le départ pour la guerre. Mobilisée, Peggy dit adieu à sa famille et demande à Geneviève Favre de l'héberger rue de Rennes pour les dernières journées avant le départ au front qu'il souhaite passer à revoir ses amis dans la capitale. Puis c'est l'heure de la séparation. Mardi 4 août. Peggy est dans ma chambre à 7 heures, toujours pieds nus. Toujours la guerre. Toujours plus que jamais l'affreux déchirement de la séparation. Il s'efforce de me calmer. Il me quitte pour faire sa toilette, je me lève. Très vite, il m'appelle dans sa chambre, s'habille devant moi, comme un fils, avec de savantes précautions pour que rien ne le gêne dans ses vêtements. Je ne me déshabillerai pas de sitôt. J'ai le cœur en lambeaux, je l'installe pour son petit déjeuner. Il veut absolument manger des tomates et boire du café noir. J'insiste véhémentement pour qu'il emporte le paquet de victuailles préparé d'après ses instructions. Il s'y refuse avec obstination dans un insouci absolu de lui. Ces hommes le nourriront, affirme-t-il. Ils seraient, ces bonshommes, tout déçus de n'avoir pas à se priver pour leur lieutenant. Pendant ce frugal repas, son ami monsieur le taconneux est arrivé. Peggy nous parle des aéraux. Il a l'esprit libre, gai, et me plaisante sur ma mine désolée. Dans l'antichambre, il remarque qu'il n'a pas son épée. Je la trouve dans le salon, je la lui tends, il la ceint. Puis tous les deux nous retournons dans cette salle, consacrée par tous nos jeudis. L'un devant l'autre, les yeux dans les yeux, nos âmes en contact. Peggy, d'une voix lente, mettant en chaque mot un accent solennel, me dit « Grand ami, je pars soldat de la République pour le désarmement général, pour la dernière des guerres. » Révélant ainsi, en cette heure de tous les renoncements, sa foi en la mission sublime pour laquelle il va peut-être mourir. Je l'embrasse, écrasé de douleur, exalté d'admiration. Dévorant mes larmes, je me précipite sur le balcon pour l'apercevoir encore, sanglé dans son ceinturon, marchant allègrement aux côtés de son ami. Il remonte la rue, il hèle un taxi, y monte avec son compagnon. La voiture passe sous mes fenêtres. Mon regard s'attache à son képi brillant sous le soleil. Puis il disparaît. C'est fini. Après la rue de Rennes, nous voici place Pierre Laffut, où se dresse une statue du capitaine Dreyfus. Il s'agit d'une commande publique du ministère de la Culture et de la Francophonie, dont l'auteur est l'artiste Tim. En 1985, Tim propose d'installer la statue dans la cour de l'école militaire, à l'endroit où fut dégradé Dreyfus en 1895. Le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, donne son accord. Mais le ministre de la Défense est contre, arguant que la cour n'est pas accessible au public. Il faudra attendre le 9 juin 1988 pour voir l'inauguration de la statue au Jardin des Tuileries, près de la terrasse dite du bord de l'eau. L'œuvre est transférée en 1994 à la place Pierre Laffut, à l'angle de la rue Notre-Dame-des-Champs et du boulevard Raspail, à l'initiative de Jacques Chirac, le maire de Paris de l'époque. C'est pour nous l'occasion d'évoquer ce qui fut le grand engagement de la jeunesse de Peggy et de toute sa vie, celui au service de la cause du capitaine Dreyfus. Peggy voulut faire triompher la vérité et la justice, mais aussi faire prendre conscience de la nature de l'antisémitisme, et nous lui devons des pages qui sont pour toujours inscrites dans la conscience universelle. Il ne fait aucun doute que pour nous la mystique dreyfusiste
fut non pas seulement un cas particulier de la mystique chrétienne, mais qu'elle en fut un cas éminent, une accélération, une crise temporelle, une sorte d'exemple et de passage que je dirais nécessaire. Comment le nier à présent que nous sommes à 12 et 15 ans de notre jeunesse et qu'enfin nous voyons clair dans notre cœur? Notre dreyfusisme était une religion. Je prends le mot dans son sens le plus littéralement exact, une poussée religieuse, une crise religieuse. Et je conseillerais même vivement à quiconque voudrait étudier, considérer, connaître un mouvement religieux dans les temps modernes, bien caractérisé, bien délimité, bien taillé, de saisir cet exemple unique. J'ajoute que pour nous, chez nous, en nous, ce mouvement religieux était d'essence chrétienne, d'origine chrétienne, qu'il poussait de souche chrétienne, qu'il coulait de l'antique source. Nous pouvons aujourd'hui nous rendre ce témoignage. La justice et la vérité que nous avons tant aimées, à qui nous avons donné tout, notre jeunesse, tout, à qui nous nous sommes donnés tout entier pendant tout le temps de notre jeunesse, n'étaient point des vérités et des justices de concept. Elles n'étaient point des justices et des vérités mortes. Elles n'étaient point des justices et des vérités de livres et de bibliothèques. Elles n'étaient point des justices et des vérités conceptuelles, intellectuelles, des justices et des vérités de parti intellectuel. Mais elles étaient organiques, elles étaient chrétiennes, elles n'étaient nullement modernes, elles étaient éternelles et non point temporelles seulement. Elles étaient des justices et des vérités, une justice et une vérité vivante. Et de tous les sentiments qui ensemble nous poussèrent dans un tremblement, dans cette crise unique, aujourd'hui nous pouvons avouer que de toutes les passions qui nous poussèrent dans cette ardeur et dans ce bouillonnement, dans ce gonflement et dans ce tumulte, une vertu était au cœur et que c'était la vertu de charité. Et je ne veux pas rouvrir un ancien débat aujourd'hui désormais historique, mais dans nos ennemis, chez nos adversaires d'alors, historiques comme nous, devenus historiques, je vois beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité même, beaucoup d'acuité. Ce qui me frappe le plus, c'est certainement un certain manque de charité. Je ne veux pas anticiper sur ce qui est le propre des confessions, mais il est incontestable que dans tout notre socialisme même, il y avait infiniment plus de christianisme que dans toute la Madeleine ensemble avec Saint-Pierre de Chaillot et Saint-Philippe du Roule et Saint-Honoré d'Eylau. Il était essentiellement une religion de la pauvreté temporelle. C'est assurément la religion qui sera jamais la moins célébrée dans les temps modernes, d'infiniment la moins chômée. Nous en avons été marqués si durement, si ineffaçablement. Nous en avons reçu une empreinte, une si dure marque, si indélébile que nous en resterons marqués pour toute notre vie temporelle et pour l'autre. Notre socialisme n'a jamais été ni un socialisme parlementaire, ni un socialisme de paroisse riche. Notre christianisme ne sera jamais ni un christianisme parlementaire, ni un christianisme de paroisse riche. Nous avions reçu dès lors une telle vocation de la pauvreté, de la misère même si profonde, si intérieure, et en même temps si historique, si éventuelle, si événementaire que depuis nous n'avons jamais pu nous en tirer, que je commence à croire que nous ne pourrons nous en tirer jamais. C'est une sorte de vocation, une destination. Ce qui a pu donner le change, c'est que toutes les forces politiques de l'Église étaient contre le dreyfusisme. Mais les forces politiques de l'Église ont toujours été contre la mystique, notamment contre la mystique chrétienne. C'est l'application la plus éminente qu'il y ait jamais eu de cette règle générale que nous posions plus haut. Des riches, il y aurait beaucoup à dire. Mais je les connais beaucoup moins. Ce que je puis dire, c'est que depuis 20 ans, j'ai passé par beaucoup de mains. Le seul de mes créanciers qui se soit conduit avec moi
non pas seulement comme un usurier, mais ce qui est un peu plus comme un créancier, comme un usurier de Balzac, le seul de mes créanciers qui m'ait traité avec une dureté balsacienne, avec la dureté, la cruauté d'un usurier de Balzac, n'était point un juif. C'était un Français. J'ai honte à le dire, on a honte à le dire, c'était hélas un chrétien, 30 fois millionnaire. Que n'aurait-on pas dit s'il avait été juif? Jusqu'à quel point leurs riches les aident-ils? Je soupçonne qu'ils les aident un peu plus que les nôtres ne nous aident. Mais enfin, il ne faudrait peut-être pas le leur reprocher. C'est ce que je disais à un jeune antisémite, joyeux, mais qui m'écoute, sous une forme que je me permets de trouver saisissante. Je lui disais, mais enfin, pensez-y, c'est pas facile d'être juif. Mais vous leur faites toujours des reproches contradictoires. Quand leurs riches ne les soutiennent pas, quand leurs riches sont durs, vous dites, c'est pas étonnant, ils sont juifs. Et quand leurs riches les soutiennent, vous dites, c'est pas étonnant, ils sont juifs, ils se soutiennent entre eux. Mais mon ami, les riches chrétiens n'ont qu'à en faire autant. Nous n'empêcherons pas les riches chrétiens de nous soutenir entre nous. C'est pas facile d'être juif, avec vous, et même sans vous. Quand ils demeurent insensibles aux appels de leurs frères, aux cris des persécutés, aux plaintes, aux lamentations de leurs frères meurtris. Dans tout le monde, vous dites, c'est des mauvais juifs. Et s'ils ouvrent seulement l'oreille aux lamentations qui montent du Danube et de Dnieper, vous dites, ils nous trahissent, c'est les mauvais Français. Ainsi vous les poursuivez, vous les accablez sans cesse de reproches contradictoires. Vous dites, leur finance est juive, elle n'est pas française. Ah, et la finance française, mon ami, est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'il y a une finance qui est française? Et vous les accablez sans cesse de reproches contradictoires. Au fond, ce que vous voudriez, c'est qu'il n'existe pas. Mais cela, c'est une autre question. De la place Pierre-Laffut, nous continuons notre balade sur les pas de Péguy vers le jardin du Luxembourg. Et nous voici devant les grilles de ce parc magnifique que Péguy aima et auquel il consacre de très belles pages dans le texte intitulé « De la situation faite aux partis intellectuels devant les accidents de la gloire temporelle ». Une ville où en août et en septembre, quand vous êtes seul à Paris, vous avez un Luxembourg, un jardin, devant la porte de votre gare. Les plus belles fleurs du monde, dans le plus beau jardin du monde. Il n'est jamais si beau que dans cette période. Ça commence peut-être dans les 2 dernières quinzaines de juillet, dans la dernière, au 14 juillet. En cette saison, le plus parfaitement dessiné et qui sait se taire. La ville donc du jeu, du papotage et du divertissement. Ville du plus d'élévation, du plus de contemplation, du plus de méditation. Ville de la plus grande prière. Ville où se fabrique, ville où se fomente et se cuit comme un cuit le pain. Ville où germe et se travaille le plus de cette matière de l'élévation, dans cette forme de l'élévation, de la contemplation, de la méditation, de la prière. Ville où se vend le plus de vices, où se donne le plus de prières. Où vous avez ce Luxembourg ami, pour ainsi dire à vous tout seul. Et vous êtes encore un très grand nombre qui l'avez ainsi à vous tout seul. Et en septembre, le soleil a un goût si fin, si ambré, si reposoir, d'une lumière si rare, après la légère, après la transparente buée de septembre du matin, si reposé avant la rentrée, avant les travaux, avant les grands troubles du dernier automne, du 2e automne, d'une clarté si pure et si arrêtée,
d'une admirable tiédeur d'adieu, calme, d'une odeur de fruits, d'une senteur de rose d'automne. Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. Et non pas encore de grandes feuilles sèches, passage de l'extérieur à l'intérieur, du plein air et du plein soleil aux intimités du foyer, approchement des veillées d'hiver, sentiment poignant double face, attente et crainte, espoir, calme, avec peut-être un soupçon de regret. Couleur singulièrement calme du soleil de septembre. Les fièvres sont passées, définitivement pour un an, les ardeurs, les installations. Les autres fièvres, les viles fièvres d'hommes, ne sont point encore commencées. Ville du silence, où ce silence total, ce silence universel, on peut presque se le faire presque toute l'année, avec un peu de bonne volonté, avec un peu plus, avec un peu de volonté, même en voyant beaucoup de monde, en continuant à voir autant de monde, parce qu'il y a des jardins, des Luxembourgs intérieurs, ouverts, fermés, toute l'année. Dans les grandes chaleurs de l'été, dans les grands froids de l'hiver, on avait oublié ce goût du soleil de septembre. On ne se rappelait plus ce goût. Mais en septembre, on est bien content de le retrouver. Ville de la perdition, ville du salut. Reçu à l'école normale supérieure en 1894, Charles Péguy s'y livre à une intense activité intellectuelle et militante en s'engageant dans le socialisme sous l'égide de Jean Jaurès et de Lucien R., le bibliothécaire de l'école. Avec ses camarades, il refait le monde, dans leur chambre baptisée la Turne Utopie. Autre lieu important de sa vie normalienne, le pot, c'est-à-dire la cantine, où Péguy exprime avec fougue ses convictions. Son camarade Tarot se souvient. La Turne de Péguy n'était pas si bon enfant que la mienne. Il habitait avec nos camarades Mathiez, Albert Lévy et Wellers, tous les trois d'une farouche orthodoxie socialiste. Sur le papier vitrail qui masquait le carreau au-dessus de leur porte, ils avaient découpé ce mot au canif, utopie. Était-ce par ironie pour eux-mêmes? N'était-ce pas plutôt un défi qu'ils jetaient aux camarades, qui ne partageaient pas leur foi? Il fut rapidement établi que la Turne Utopie était la citadelle du socialisme de l'école, d'un socialisme informé, scientifique, intégral. On savait que Wellers était le neveu de Georges Renard et que Georges Renard était le directeur de la revue socialiste. On savait que par lui et aussi par R, par Andler, grands amis de Jaurès, les hôtes de la Turne Utopie avaient des relations avec les chefs socialistes d'alors. On savait qu'ils avaient lu Marx et la théorie de la valeur, et on savait enfin qu'il ne faisait pas bon plaisanter avec eux. Notre camarade Mandel ayant parlé, je ne sais trop comment, dans une conférence sur Marivaux, du gros vin des hypothèses socialistes, on avait vu Péguy se dresser à son banc et demander sévèrement à Mandel l'explication de ses paroles. L'autre, tout interloqué, répondit qu'il n'avait pas eu l'intention d'outrager personne. Cela se passait au cours de notre maître Joseph Bédier, dont on connaît l'extrême politesse et qui fut bien embarrassé devant cet incident de réunion publique. À l'ordinaire, ces scènes orageuses éclataient à l'heure du pot. Le pot, c'était le réfectoire. Et le réfectoire était l'endroit où se manifestait la vie collective de l'école, avec cette gaieté et cette brutalité affectée qui plaît toujours beaucoup aux jeunes intellectuels parce qu'elle est pour eux une détente de l'esprit, une revanche sur la mesure qu'ils sont contraints d'observer dans leur travail, et aussi parce qu'elle leur donne le sentiment orgueilleux d'être au-dessus des lois de la politesse. Souvent, à l'heure du pot, on voyait tout d'un coup Péguy se dresser entre le plat de nouilles et le bœuf, et dans une de ces formules aussi grossières que brèves, qui distinguaient notre vocabulaire, lancer l'anathème au talas
coupable d'avoir agi ou parlé d'une façon qu'on désapprouvait dans la utopie. Le normalien a déjà une vision personnelle de la cité idéale qu'il développe dans un texte étonnant. Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, écrit en hommage à son ami Marcel Baudouin, prématurément décédé, dont il épousera la sœur Charlotte. La première page de ce texte de jeunesse garde toute sa force prophétique. La cité harmonieuse a pour citoyens tous les vivants qui sont des âmes. Tous les vivants animés parce qu'il n'est pas harmonieux, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des âmes qui soient des étrangères. Parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des vivants animés qui soient des étrangers. Ainsi, tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de toutes les terres, des terres qui nous sont lointaines et des terres qui nous sont proches, tous les hommes de tous les métiers, des métiers manuels et des métiers intellectuels, tous les hommes de tous les hameaux, de tous les villages, de tous les bourgs et de toutes les villes, tous les hommes de tous les pays, des pays pauvres et des pays riches, des pays déserts et des pays peuplés, tous les hommes de toutes les races, les Hellènes et les barbares, les Juifs et les Ariens, les Latins, les Germains et les Slaves, tous les hommes de tous les langages, tous les hommes de tous les sentiments, tous les hommes de toutes les cultures, tous les hommes de toutes les vies intérieures, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les vies, tous les hommes de tous les États, tous les hommes de toutes les nations, tous les hommes de toutes les patries sont devenus les citoyens de la cité harmonieuse, parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. Aucun vivant animé n'est banni de la cité harmonieuse. Peggy reste attentif à l'évolution de son école, qu'il critique violemment quand Ernest Lavis en devient le directeur. Sa verve polémique s'exerce alors contre l'école normale inférieure, à l'occasion d'une réforme qui rapproche l'ENS de l'université et favorise le renvoi du professeur Brunetière. Dans les pages de L'Argent ensuite, on peut lire « Je m'explique. Il y avait l'ancienne école normale, qui était l'école normale supérieure. Il s'agissait de la faire continuer en cette école normale inférieure, en cette nouvelle école normale que nous connaissons. Et en outre, car il n'y a pas de petits bénéfices, il s'agissait dans l'opération de semer Brunetière. Voici comment on procéda. Ce fut une assez bonne comédie, si tant d'injustice et tant d'ingratitude, et les premières avancées de la mort ne l'avaient rendue aussi tragique. On avait naturellement traité avec tout le personnel de l'école normale, fonctionnaires et maîtres de conférences. Et il faut rendre cette justice au personnel de l'école normale, qu'il ne se préoccupa pas du tout de savoir ce qu'allait devenir l'école normale, mais qu'il se préoccupa vivement de ce qu'allait devenir le personnel de l'école normale. Il fut entendu que le personnel de la nouvelle école normale, introduit en Sorbonne de quelque façon, aurait une situation personnelle, si je puis dire, au moins égale à son ancienne situation, et généralement avantagée, et plus d'avenir. Dès lors, la réforme devenait excellente, et, comme on dit, viable. Le tout s'effectuait sous la grosse présidence morale, pour ainsi parler, et bientôt effective, de M. Lavis. C'est tout dire. Ce nom seul était une bonne garantie de trahison. Mais il fallait toujours éliminer ce Brunetière. Et c'est ici que l'on fit le coup de la création discontinue. On ne transporta pas l'école normale en Sorbonne, non.
Il eût fallu y transporter Brunetière. Non, mes enfants, on supprima l'école normale. On annihila l'école normale. Ne pâlissez point, mes enfants. On devait la rétablir quelques instants après. Vous pensez bien, si on ne l'avait pas rétablie, l'ayant supprimée, nous ne la verrions pas aujourd'hui. Mais dans l'intervalle, dans la coupure entre sa suppression et son rétablissement, elle était passée par un temps de néant. Et dans ce néant, on avait perdu Brunetière. Quittant l'école normale supérieure, nous longeons la rue d'Ulm jusqu'à la place du Panthéon. Le Panthéon, anciennement église Sainte-Geneviève. C'est pour nous l'occasion d'évoquer cette figure de sainte, patronne de Paris, que Péguy célébra, notamment dans la tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc. Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre, on la mit à garder un bien autre troupeau, la plus énorme horde, où le loup et l'agneau aient jamais confondu leur commune misère. Et comme elle veillait, tous les soirs, solitaire, dans la cour de la ferme ou sur les bords de l'eau, du pied du même saule et du même bouleau, elle veille aujourd'hui sur ce monstre de pierre. Et quand le soir viendra qui fermera le jour, c'est elle, la caduque et l'antique bergère, qui ramassant Paris et tout son alentour, conduira d'un pas ferme et d'une main légère, pour la dernière fois dans la dernière cour, le troupeau le plus vaste à la droite du Père. Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre et qu'on était content de son exactitude, on mit sous sa houlette et son inquiétude le plus grand troupeau, mais le plus volontaire. Et comme elle veillait devant le presbytère dans les soirs et les soirs d'une longue habitude, elle veille aujourd'hui sur cette ingratitude, sur cette auberge énorme et sur ce phalanstère. Et quand le soir viendra de toute plénitude, c'est elle, la savante et l'antique bergère, qui, ramassant Paris dans sa sollicitude, conduira d'un pas ferme et d'une main légère, dans la cour de justice et de béatitude, le troupeau le plus sage, à la droite du Père. Elle avait jusqu'au fond du plus secret hameau la réputation dans toute Seine-et-Oise que jamais ni le loup ni le chercheur de noises n'avait pu lui ravir le plus chétif agneau. Tout le monde savait de Limours à Pontoise, et les vieux bateliers comptaient au fil de l'eau, qu'assise au pied du saule et du même bouleau, nul n'avait pu jouer cette humble villageoise. Sainte, qui rameniez tous les soirs au bercail le troupeau tout entier, diligente bergère, quand le monde et Paris viendront à fin de bail, puissiez-vous d'un pas ferme et d'une main légère, dans la dernière cour par le dernier portail, ramener par la voûte et le dernier ventail, le troupeau tout entier, à la droite du Père. Comme la vieille aïeule au plus fort de son âge se réjouit de voir le tendre nourrisson, l'enfant à la mamelle et le dernier besson recommencer la vie ainsi qu'un héritage. Elle en fait par avance un très grand personnage, le plus hardi faucheur au temps de la moisson, le plus hardi chanteur au temps de la chanson qu'on n'aura jamais vu dans cet humble village. Telle la vieille sainte, éternellement sage, connut ce que serait l'honneur de sa maison quand elle vit venir, habillée en garçon, bien prise en sa cuirasse et droite sur l'arçon, priant sur le pommeau de son estramasson, après 920 ans, la fille au dur corsage, et qu'elle vit monter de dessus l'horizon, souple sur le cheval et le caparasson, la plus grande beauté de tout son parentage. Comme la vieille aïeule au fin fond de son âge se plaît à regarder sa plus arrière fille, naissante à l'autre bout de la longue famille, recommencer la vie ainsi qu'un héritage, elle en fait par avance un très grand personnage, fileuse, moissonneuse à la pleine faucille, le plus preste fuseau, la plus savante aiguille qu'on aura jamais vue dans ce simple village. Telle la vieille sainte, éternellement sage, du bord de la montagne ou de la double berge, regardait s'avancer dans tout son équipage, dans un encadrement de cierges et de flamberges, et le casque remis aux mains d'un petit page, la fille la plus sainte
après la Sainte Vierge. Le collège Sainte-Barbe, situé rue Valette, entre le Panthéon et la bibliothèque Sainte-Geneviève, est un internat dans lequel Péguy a logé tandis qu'il préparait le concours de l'École normale supérieure au lycée Louis-le-Grand. C'est là qu'il s'est fait ses amis les plus fidèles. Dans les souvenirs des frères Tarot, il apparaît déjà comme une forte personnalité, entraînant ses camarades dans la cour rose. Dans la cour rose, où l'année précédente Édouard Herriot nous amusait si fort en imitant le camelot qui vend le couteau à 5 lames, nous tournions en nous tenant le bras. Péguy, Henri Roy, que les belles du quartier préoccupaient en ce temps-là beaucoup plus que les électeurs du Loiret, Georges Apt, passionné par Spinoza et qui depuis a abandonné l'étude de l'éthique pour les recherches de l'Institut Pasteur, Léon Déher, dessinateur et poète, devenu par la suite bibliothécaire des arts décoratifs, Paul Hacker, déjà homme de lettres et qui marchait sur les traces de Willy avant de suivre celles de Feuillet, Riby, mélancolique comme les étangs de sa Sologne, Charles Lucas de Pélouan, André Daly et le très cher Louis Baillet, qui préparait distraitement l'école, sachant bien que c'était là jeu d'enfant et que, le temps venu, il se ferait bénédictin. Il y avait aussi parmi nous un singulier garçon, d'une timidité maladive, secret, l'air effacé, resserré sur lui-même, comme s'il avait peur de tenir trop de place, marchant de biais, les épaules rentrées, posant les pieds l'un devant l'autre avec l'allure de quelqu'un qui suit le bord d'un trottoir. Il s'appelait Marcel Baudouin. À l'étude, partout, l'air absent. Il regardait voler les mouches. Rêvait-il? Ne rêvait-il pas? Quand travaillait-il? Je ne sais. À la fin de l'année, tous les prix. Bien souvent, je l'ai regardé pendant que lui regardait autre chose, avec un sentiment d'amitié et d'inquiétude, que je m'explique mieux aujourd'hui. Il était de ces êtres à la Gérard de Nerval, inexplicables et charmants, qui portent sur eux, dès leur jeunesse, une fatalité mauvaise. Péguy l'aimait beaucoup. Et ce Baudouin lunaire, cette ombre qui s'efface sur les fonds de ma jeunesse, semble n'avoir passé dans la vie que pour jouer un rôle, que je raconterai plus tard, dans la destinée de notre ami. Péguy, qui lui donnait presque toujours le bras dans cette chaîne que nous formions ensemble en tournant autour de la cour, ne lui ressemblait guère. C'était, lui, un petit homme robuste, un peu massif, avec des épaules carrées, mais dans le détail tout en finesse. Il avait des yeux noisettes, ou plutôt couleur de châtaigne, d'un éclat étonnant, qui regardaient passer les idées et s'arrêtaient sur vous tout à coup avec une autorité surprenante. Des lèvres minces, bien dessinées entre de vigoureux maxillaires, le sang près de la peau, des artères qu'on voyait battre, des mains admirablement faites, qui vous brisaient les doigts quand il vous serrait la main. Parmi nous, dans la cour rose, il était incontestablement le premier. Il était naturellement le centre de la chaîne que nous formions. Ce petit bosseron rougeaud, sans beaucoup de grâce extérieure, possédait ce don mystérieux comme le génie ou la beauté, le prestige. Mais qu'est-ce donc que le prestige? C'était peut-être une candeur que nous n'avions déjà plus, une pureté du cœur qui lui faisait voir les choses avec une nouveauté qui nous surprenait toujours. Près de lui, on se sentait mûrir, on devenait un homme. Tout de suite, il nous domina par le caractère, la décision, cette force morale difficilement exprimable qui émanait de lui, que nous reconnaissions et devant laquelle on s'inclinait. Entre ces murs où l'existence m'apparaissait si morne, je suis sûre
qu'il n'a pas connu une seule minute d'ennui. La cour où nous tournions formait pour lui un univers où il se sentait à son aise, car il y exerçait pleinement le premier de ses dons, grouper des êtres, agir sur eux, ou plus exactement imaginer la vie avec eux, organiser sa troupe avant de s'élancer à la conquête du monde. La boutique des cahiers de la quinzaine. Le grand œuvre de Péguy, c'est la revue qu'il a fondée en 1900 pour marquer son opposition à la suppression de la liberté de la presse votée lors du Congrès socialiste de décembre 1899. Jusqu'à sa mort le 5 septembre 1914, Péguy fait vivre ses cahiers de la quinzaine, installés face à l'arrogante Sorbonne, tel David contre Goliath. Il y publie ses propres œuvres, mais aussi celles d'autres auteurs comme Daniel Halévy, Romain Rolland, André Suarez, les frères Tarot. Les cahiers de la quinzaine vus par Romain Rolland. Les cahiers de la quinzaine, vous me demandez leur but? Vous vous en rendriez compte facilement en parcourant un de leurs catalogues. Vous y trouveriez d'abord toute une série qu'on pourrait intituler « Des races opprimées ». Il y a bien une dizaine de cahiers consacrés à la Finlande, à l'Arménie, à la Macédoine, à la Révolution russe, aux Juifs de Kishinev, aux Juifs de Roumanie, au Congo belge, etc. Chacun de ces cahiers est fait par un spécialiste qui a été dans le pays. Jamais de déclamation littéraire. Puis il y a une autre série. Institution démocratique française, Université populaire, Théâtre du peuple, les discours de Jaurès, les articles de Clémenceau ou de Picard, etc. Puis chronique ou pamphlet politique de Péguy, qui est socialiste, et qui fut un des plus ardents dreyfusistes, mais qui n'en est que plus libre pour dénoncer les compromissions du socialisme. Puis enfin les œuvres littéraires. Refaire un public en ce pays le but des cahiers de la quinzaine. Dans Personnalité. Refaire un public en ce pays contre le perpétuel adultère d'âme ou de corps ou d'art ou de philosophie, contre le vice bourgeois, contre la démagogie populacière, contre le mensonge romantique, refaire un public ami de la vérité sincère, de la beauté sincère, un public peuple, ni bourgeois, ni populace, ni faisandé, ni brute. C'est la tâche redoutable où nous sommes attelés. Dans À nos amis, à nos abonnés, 13e cahier de la 10e série qui paraît le 20 juin 1909, Péguy fait le bilan de 10 années de travail au cahier de la quinzaine. Un bilan souvent sombre, où il est sévère avec lui-même, mais où s'exprime aussi la fierté de ce qu'il a pu accomplir. Deuxièmement, nous avons obtenu ce résultat que sans exercer rien qui ressemblât à une pression d'aucune sorte, sans exercer ni demander aucun entraînement, sans rien demander à personne, sans rien exercer ni demander qui ressemblât à une adhésion, à une sollicitation, à un engagement, à une aliénation quelconque, nous avons, par cette longue patience, par un recrutement longuement, patiemment poursuivi, par un filtrage, par une épuration, par un épurage, si je puis dire, encore plus longuement, patiemment poursuivi, constituer peu à peu, sans engager personne, une société d'un mode incontestablement nouveau, une sorte de foyer, une société naturellement libre de toute liberté, une sorte de famille d'esprit, sans l'avoir fait exprès, justement. Nullement un groupe, comme ils disent, cette horreur, mais littéralement ce qu'il y a jamais eu de plus beau dans le monde. Une amitié
et une cité. Je ne nie pas, je ne veux point oublier tout ce que je dois, pour mon travail, pour le peu que j'ai de philosophie, à cette épreuve, à cette expérience de 15 années. J'y ai appris, et presque j'y ai pris beaucoup, de ce que l'on n'apprend pas dans les écoles et dans les assemblées. Je sais aujourd'hui, de la seule manière dont on le puisse savoir, par une expérience réelle et involontaire, je veux dire, qui n'avait jamais voulu ni prétendu être une expérience, par une dure et cruelle épreuve et longue, et que c'est ce que c'est que des frais généraux et des frais de premier établissement, tout ce que c'est qu'un budget, non seulement le budget d'une famille, vivant réellement d'un travail de production, du travail d'une production, mais le budget d'une œuvre, d'une institution, d'une maison. J'entends d'une maison aussi de production. J'ai appris, je sais ce que c'est qu'un exercice, que des comptes courants, un doit, un avoir, un excédent, un déficit, un prix de revient, un bilan, un sondage, un inventaire, 1% de rendement, un lancement, une force de production. Je sais ce que c'est que de la publicité. Je sais en un mot ce que c'est qu'un organisme économique, industriel et commercial. J'ai appris aussi, je sais ce que c'est que l'amitié, cette puissance économique. J'ai connu d'une connaissance, d'une épreuve, d'une expérience unique, non interchangeable, ce que c'est que la fidélité, et l'infidélité au contraire. J'ai connu la constance, et j'ai connu l'inconstance. J'ai beaucoup connu l'ingratitude. J'ai connu la camaraderie, cette pire de toutes les misères. Et comme j'avais appris la nourriture et le rendement d'une œuvre, j'ai appris aussi la nourriture d'un sentiment et le rendement. J'ai connu l'amitié, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. J'ai connu les amitiés et les inimitiés, les amours et les haines, le silence concerté, le boycottage, l'étranglement sourd, l'étranglement rauque, l'index laïque, l'investissement silencieux, la guerre économique, le blocus, déjà, et de tout temps, le siège. Notre balade avec Peggy, dans les 5e et 6e arrondissements de Paris, a pris fin devant la boutique des cahiers de la Quinzaine, rue de la Sorbonne. En bonus, nous vous offrons une page de notre jeunesse où l'auteur a mis tout ce qu'il voulait nous léguer. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une autre balade, mais cette fois-ci en plein air. Vous oubliez, vous méconnaissez qu'il y a eu une mystique républicaine. Et de l'oublier et de la méconnaître ne fera pas qu'elle n'ait pas été. Des hommes sont morts pour la liberté, comme des hommes sont morts pour la foi. Ces élections aujourd'hui vous paraissent une formalité grotesque, universellement menteuse, truquée de toutes parts, et vous avez le droit de le dire. Mais des hommes ont vécu, des hommes sans nombre, des héros, des martyrs, et je dirais des saints. Et quand je dis des saints, je sais peut-être ce que je dis. Des hommes ont vécu sans nombre, héroïquement, saintement. Des hommes ont souffert, des hommes sont morts. Tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles aujourd'hui ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque. Et des peuples autour de nous, des peuples entiers, des races, travaillent du même enfantement douloureux, travaillent et luttent pour obtenir cette formalité dérisoire. Ces élections sont dérisoires. Mais il y a eu un temps, mon cher Vario, un temps héroïque, où des malades et des mourants se faisaient porter dans des chaises pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Déposer son bulletin dans l'urne.
Cette expression vous paraît aujourd'hui du dernier grotesque. Elle a été préparée par un siècle d'héroïsme. Non pas d'héroïsme à la manque, d'un héroïsme à la littéraire. Par un siècle du plus incontestable, du plus authentique héroïsme, et je dirais du plus français. Ces élections sont dérisoires, mais il y a eu une élection